Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités dans les différents compartiments de cette émission. Et c'est toujours d'actualité. On se consacre ce soir à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre dernier. Elle ramène dans le bureau ovale de la Maison Blanche le républicain Donald Trump, un retour historique au pouvoir qui suscite à la fois espoir et inquiétude pour l'avenir de l'Amérique et du monde. Avec nos chroniqueurs et analystes, grand angle sur ce comeback du défenseur de l'isolationnisme et du protectionnisme américain. À quoi ressemblera sa nouvelle présidence les 4 années à venir? Les débats sur le grand rendez-vous. Dans un instant, les points de vue de nos analystes politiques dans le premier plateau de la discussion. Dans le second, en toute franchise, notre panel de spécialistes sur la politique américaine et sa diplomatie. Du comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche, nous verrons quelles sont les implications sur les plans démocratie, économie, politique étrangère, sécurité et climat. Donald Trump va-t-il pouvoir réussir là où il a échoué au cours de sa présidence passée? À suivre les analyses de Didenou Steve Coton, juriste internationaliste, Hamzat Aboulaye, spécialiste en relations internationales et diplomatie, et Emel Guérin, il est consultant en communication politique et gestion de crise. Restez avec nous puisque nous avons recueilli pour vous depuis l'État de Virginie l'éclairage du professeur Salif Désiré Baloubi sur cet autre tournant dans l'histoire des États-Unis. L'invité, l'œil de l'expert, est titulaire de chaire et expert en communication publique. Vous êtes sur le grand rendez-vous, bienvenue. Les discussions vont s'ouvrir dans un instant avec nos analystes en plateau. On va vous les présenter. On commence par vous. Roland Laurent Toninkes, bonsoir. Christian Dalidia, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes analyste politique. Vous nous venez de Eden TV. Merci de prendre ce rendez-vous du débat sur le grand rendez-vous. Bonsoir à vous, Landry Adelacon. Bonsoir, Christian. Bonsoir, chers téléspectateurs. Spécialiste des droits humains et de la démocratie. Merci d'être là. Et merci à vous également de répondre présent à cette invitation. Docteur Bogar Koupaki, bonsoir. Bonsoir, cher ami Christian Adalidjo, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3. Vous êtes analyste politique, vous êtes également historien. Merci d'être là. Et puis Omar Salouf, notre éditorialiste, bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous avez pour nous une petite réflexion, une livraison sur ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, Christian. Il signe un retour triomphal et historique à la Maison-Blanche qu'il a quitté depuis 4 ans. Oui, Donald Trump, malgré ses frasques et interminables démêlés judiciaires, a réussi son pari de revenir grâce à sa victoire sans appel face à une Kamala Harris qui n'a pas lâché jusqu'au bout. Donald Trump, le 47e président des États-Unis, appelle déjà à l'unité, exhortant les Américains à mettre les divisions des 4 dernières années derrière eux. Que comprendre de l'appel à l'unité du président nouvellement élu? En réalité, ce n'est que l'expression d'une majorité des Américains qui ont vu en l'administration Biden des failles remettant en cause leur vivre ensemble depuis 4 ans. La politique intérieure presque reléguée au second rang au profit de la présence militaire sur des fronts aux issues incertaines jusque-là. Surtout, l'état actuel de l'économie américaine n'est pas au beau fixe. America first, l'Amérique d'abord. Make America great again, rendre l'Amérique à l'Amérique sa grandeur. C'est le slogan du républicain Donald Trump, en disent long sur ses priorités de gouvernance. Pour lui, les États-Unis passent avant tout. Jouera-t-il néanmoins les sapeurs-pompiers dans un monde incandescent où la géopolitique devra être redéfinie?
La vague de félicitations des dirigeants européens témoigne d'un bouleversement stratégique qui s'annonce. À chacun de savoir se positionner pour tirer meilleur profit de la nouvelle donne. Les dirigeants européens et asiatiques se disent déjà prêts pour travailler avec le nouvel élu. Ils vont y mettre sérieux, énergie, intelligence stratégique et économique pour le bonheur de leur peuple. Mais où sont-ils les gouvernants africains dans ce nouvel ordre qui s'établit? En attendant de trouver réponse à cette interrogation, la providence divine fera son œuvre. La providence divine continue-t-elle de faire son œuvre pour Donald Trump? Je prends la chute de notre éditorialiste pour vous faire la première question, Roland-Anthony Case. Oui, je crois que l'élection de Donald Trump aujourd'hui est une grande leçon pour le monde entier, parce que quand vous regardez les débats ces dernières semaines avec les commentateurs, les experts qui prenaient la parole, c'est que beaucoup annonçaient une victoire serrée, soit de Donald Trump ou de Kamala Harris. Mais quand on voit les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde s'est trompé sur sur l'issue de cette élection. Et donc aujourd'hui, Donald Trump qui revient en force avec ce qu'il incarne. Quand vous suivez l'éditorialiste, il parle de America First. Donc, pour lui, c'est un nationaliste qui doit travailler, se concentrer sur l'intérêt des Américains d'abord. Parce que quand on regarde l'administration Biden, qui s'est beaucoup plus concentrée sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la situation au Moyen-Orient et même en Afrique également aujourd'hui, Donald Trump pense que le plus important, c'est de penser aux Américains d'abord. Après, on va régler cette situation. Et donc, il y aura un bouleversement au plan mondial, notamment concernant les crises qu'on observe dans toutes les régions du monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Comment est-ce qu'il va régler ces problèmes? On attend les premiers mois de sa gouvernance à partir de janvier 2025 pour voir si véritablement il continuera dans la même dynamique avec comme Joe Biden et Kamala Harris, ou bien il va changer carrément la stratégie. La stratégie. Oui, alors, il a été défait, on le rappelle, Landry Adélakon, c'était en 2020. Donald Trump est également visé par 4 procès au pénal. Comment vous expliquez, je dirais, ce spectaculaire retour à la Maison-Blanche? Je pense que ce retour spectaculaire, comme vous le dites, est justifié par la démocratie, la beauté de la démocratie, tout simplement. Parce que je ne pense pas que cet exercice-là, ou ce que nous sommes en train d'observer, puisse être possible dans un autre système. Et donc, il va de la vitalité de la démocratie américaine qui, selon certains analystes, est un peu enrhumée. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont les pourfendeurs de la démocratie ont suffisamment relayé ce qui s'est passé quand il a perdu les élections face à Biden avec, je dirais, l'envahissement du Capitole par ses partisans. Mais aujourd'hui, que vous voyez que le même élément visé par des procédures au pénal et avec assez d'affaires et qui a quand même échappé, après il faut essayer de voir si c'est vrai ou pas, qui a échappé à des tentatives d'assassinat, ce n'était pas évident qu'il revienne ainsi de force. Et je pense que quand on regarde un peu l'histoire de l'Amérique, ça doit être la seconde fois que nous observons un tel phénomène. Et donc la première fois nous étions dans les années 1884 par là. Et donc vous imaginez qu'aujourd'hui en termes de démocratie c'est une leçon, et nous sommes en train de constater que les analystes pour la plupart ont pris le contre-pied. Personne ne le voyait venir véritablement, quoique les plus fins pourraient voir des éléments d'inquiétude, mais personne ne pouvait dire avec certitude que c'est ce qui allait se passer. Et le chroniqueur l'a dit tout à l'heure, il y a des éléments, et la catastrophe économique carrément qui a été un peu maquillée par des chiffres un peu intéressants par rapport à la gouvernance de Biden, et aussi la politique étrangère des États-Unis qui aujourd'hui n'est pas suffisamment applaudie par tout le monde. Et donc les démocrates suffisamment ces dernières années ont montré quelques éléments d'essoufflement. Il y a aussi des questions, et par exemple quand vous prenez la question des conservateurs, il y a des éléments sur lesquels les États-Unis sont revenus, donc des éléments pluriannuels ou quoi, sur lesquels ils ont agi. Et donc ce sont des éléments sur lesquels Donald Trump, avec son habitude ou son habituel nationalisme néo-isolationnisme, comme vous l'avez dit, ou encore le protectionnisme, n'est pas totalement en phase avec les démocrates. Aujourd'hui, nous voyons juste l'expression de la volonté des Américains, parce qu'il faut le rappeler, Donald Trump, au moins pour une fois, a gagné les élections populaires. C'est un élément très important. C'est parce que nous avons observé totalement avec Hillary Clinton en 2016. Et donc aujourd'hui, ça dit il y a un chamboulement, il y a un désir, on peut dire qu'il y a une volonté des Américains
besoin non seulement de sanctionner les démocrates, mais aussi certainement de revoir un peu leur coopération sur la scène internationale. Vous n'oubliez pas, pour Donald Trump, un peu, vous allez voir que lorsqu'il a pris le pouvoir, je pense début 2017, et son intention plutôt c'était de travailler sur des axes de paix, notamment avec la Corée. Nous avons vu comment est-ce qu'il a fait, et donc aujourd'hui avec les foyers de tension qui ont été suffisamment alimentés, on peut le dire ainsi, par les démocrates, et je pense que le choix il est clair. Donald Trump, il est revenu, je dirais, peut-être pas en merci, mais il est revenu certainement pour essayer, comme le disent certains, équilibrer les choses. Vous voyez la chose dans ce sens? Oui, équilibrer les choses. Je crois qu'il faut partir de la question fondamentale, la question du féminisme. Vous savez, nous sommes arrivés à comprendre que quiconque allait en opposition avec Donald Trump aujourd'hui allait perdre les élections aux États-Unis, parce que le monde où la planète n'est pas encore prête à faire un choix. C'est ma lecture personnelle, mais je pense que les uns les autres l'ont également fait. Et comme l'a dit les uns les autres, cette affaire de cette position du nationaliste que Trump représente a été véritablement du goût des électeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une population américaine qui a une certaine polarisation de la population. Donc du coup, ce qu'on appelle la religion, Donald Trump est devenu une religion pour certaines personnes. Vous allez constater avec moi que les films qu'on avait l'habitude de voir quand nous avons des gens qui sont corrects vis-à-vis de leur maître, Trump est devenu aujourd'hui une école pour certaines classes, et vous allez également voir que le vrai souci, comme l'a dit les uns les autres, est la question d'ordre économique. La question d'ordre économique et surtout l'inflation des prix sur le marché avec les premiers produits. L'accessibilité qui causait un problème était en difficulté. Quand vous avez vu le vice-président des États-Unis à qui on avait confié la question d'immigration, carrément, qui n'a pas bougé d'un pas. Donc du coup, on a constaté également que le pouvoir de la dette divine a été véritablement travaillé et que Trump, au-delà de ses erreurs, a dit clairement que je règle un problème American First, d'abord les États-Unis, et puis après on va régler. Et aujourd'hui, avec la question russo-ukrainienne, la guerre russo-ukrainienne, on constate également que cette position-là que Trump avait véritablement, au-delà de la situation géopolitique, pouvait quand même revenir en force parce qu'il connaît déjà le terrain. Et vous avez vu dans l'autre cas, les uns les autres qui ont pris la parole, tout en félicitant Donald Trump, ont réitéré leur engagement à coopérer. Et plus loin, vous avez vu que la division des Juifs, quand vous prenez les États-Unis, le monde est véritablement une certaine clé au niveau des Juifs. Mais on a vu aujourd'hui, du côté des Juifs, deux camps à ne pas négliger, parce que généralement, ils ont un choix aussi consolidé et unanime. On voit un choix du côté des républicains de Donald Trump, du côté des démocrates, mais qui, au fond, il y a une division, personne ne peut dire avec cette étude aujourd'hui que les Juifs sont d'accord pour un candidat. Il y a eu carrément ceux-là qui voient du côté de la guerre avec la Palestine, tout ce que cela représente, et puis après, les questions d'ordre économique, les questions d'ordre existentiel, et puis la problématique de l'avenir. Lorsque vous voyez Trump dans une certaine posture pour régler avec toute la situation conflictuelle, commerciale qu'il avait avec la Chine, qui était véritablement également sur tapis. Donc du coup, les Américains attendent beaucoup de Trump, et ils ont vu qu'il pouvait et il devait quand même donner du souffle au-delà de l'économie américaine, de l'organisation sociale, de la structuration, et régler, puisque lui donne sa position déjà sur la question des immigrants. Il a fait une analyse complète de toutes ces situations-là. En tout cas, on va y revenir au cas par cas quand nous allons évoluer dans nos échanges de ce soir. Oui, vous avez rappelé, hein, c'est la démocratie américaine qui a gagné. D'un autre côté, il y a quand même un homme qui était totalement au front malgré tous les problèmes qui lui collaient au cou, sa témérité, sa ténacité, son envie de reconquérir le pouvoir. Est-ce que c'est pas tout cela qui a payé finalement? Oui, je crois que oui. Et il faut saluer cette témérité, mais à un autre niveau, il faut saluer aussi la vitalité de la démocratie. Vous savez, je dirais dans un pays lointain, dont je préfère tel le nom, quand on a des démêlés avec la justice, on préfère rester loin du pays. Mais Donald Trump, malgré
toutes ces questions judiciaires auxquelles il faisait face, les comparutions devant les tribunaux et autres. Il est resté dans le pays, il a participé au débat politique, il a donné son avis durant tout le mandat de Joe Biden et donc il a eu cette possibilité-là d'être candidat. Et c'est en cela qu'il faut saluer aussi la présomption d'innocence qui a été respectée. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des soupçons que officiellement ou systématiquement on n'est plus éligible. Malgré toutes ces charges qui pourraient être retenues contre lui, la démocratie, l'état de droit lui a quand même donné la possibilité de se présenter, d'être candidat et d'être réélu. C'est pour simplement dire que la démocratie, ceux qui l'ont inventée ou l'ont expérimentée avant nous, sont dans une certaine posture qu'il faille peut-être que nous, dans les pays du Sud, on commence par copier pour faire la part des choses entre un présumé coupable et un vrai coupable. C'est une remarque très importante à faire. Et donc, Donald Trump a eu cette possibilité-là de revenir en force. Il est revenu en force, mais il faut constater aussi que c'est grâce aux failles, c'est parce qu'il y a des failles, c'est parce que l'administration Biden a laissé des brèches qu'il en a profité. Il s'est engouffré. Et puis, connaissant sa vigueur, il n'a pas laissé, il n'a pas lâché jusqu'au bout, parce qu'il a tenu bon pour avoir ce qu'il a. On verra ce que sera la présidence de Donald Trump tout à l'heure, en nous référant un peu à ce qu'a été sa première mandature de 2016 à 2020. Mais avant, allons voir, je dirais, son adversaire. Du côté de son adversaire, je veux parler de Kamala Harris. Quel a été son problème? Est-ce parce que l'on ne la connaissait vraiment pas sur la scène politique américaine, sur le plan de la présidence, ou c'est son statut de femme qui a joué, Landry? Je pense qu'on peut trouver assez d'éléments. Déjà, c'est une femme et nous constatons que la grande puissance semble ne pas être encore prête à accepter une femme à ce niveau de responsabilité. Et l'autre chose, elle n'est pas seulement que femme. Elle est femme, mais vous connaissez ses origines. Donc, dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, ce sont des éléments également qui comptent. Une femme comme elle, d'abord inconnue au bataillon, c'est vrai qu'elle a été VP par la suite, mais pratiquement inconnue, qui a été désignée par quelqu'un ou par le parti de quelqu'un comme Biden, dont les résultats sont là. Donc vous voyez, elle assume les résultats de l'administration Biden. D'ailleurs, elle est vice-présidente. Après, elle est une femme aux origines connues. Et donc, dans ce contexte où les États-Unis semblent revenir un peu vers ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce volet de conservateur, il est un peu difficile de dire tout de go qu'elle pouvait s'en sortir. Pas qu'elle ne pouvait pas. C'est possible. Tout peut arriver. Mais lorsque vous observez très bien, vous allez voir que même au sein des démocrates, il y a eu problème. Il y a eu problème parce que quand vous prenez les chiffres, les élections antérieures par rapport à ces élections-là, vous voyez qu'il y a eu un gap. Oui. C'est comme si il y a certains qui ont considéré que nous ne voulons pas voter pour notre propre candidate. Et donc, des millions de personnes n'ont pas voté relativement aux résultats antécédents. Cela voudrait dire qu'il y a un problème qu'il faut essayer de distinguer. C'est quoi véritablement le problème? Donc, je dis les origines, oui, et la gouvernance dans les résultats de Biden, oui, et donc le fait qu'elle soit femme. Ne l'oubliez pas, c'est sous Biden qu'on a été, en tout cas, c'est vrai que c'est la justice qui a travaillé, qu'on a remis en cause, je dirais, une garantie relativement à l'avortement, où on a sauté ce verrou-là. Et le docteur le disait tout à l'heure, on a sauté ce verrou-là, on a sauté le verrou. Mais vous avez observé l'actualité, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est d'ailleurs entre autres éléments sur lesquels je pense que Donald Trump va beaucoup jouer et on va revenir peut-être après pour voir un peu l'Afrique par rapport à tout ça. C'est-à-dire que depuis l'administration Barack Obama, depuis l'échec de Hillary Clinton, les démocrates n'ont véritablement pas travaillé à porter un candidat en leur sein. J'estime que la défaite de Kamala Harris ne justifie pas une question de timing. Vous allez voir que Joe Biden est rentré en action, candidat, et puis c'est parce qu'à un moment donné, vu qu'il était à bout de souffle, qu'on a dû sortir rapidement la carte Kamala Harris. Les démocrates auraient pu s'y prendre, en tout cas très tôt, en cherchant peut-être Kamala Harris dès le début, ou alors un autre candidat, et ça pourrait marcher pour eux. Dans le time, la question de timing a joué contre eux. Ça, c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect dont il faut tenir compte, c'est que Joe Biden a été très stratège sur la question du droit à l'avortement, sur la question de
des droits humains, l'homosexualité et autres. Et vous allez voir que ceux qui ont voté pour Donald Trump, c'est 30% de chrétiens évangéliques des États-Unis. Donc il y a ce facteur sur lequel Donald Trump a joué considérablement pendant que les démocrates continuaient à faire la promotion de tout ce que nous voulons, parce que tout à l'heure on a parlé, les deux républicains sont des conservateurs. Par contre, les démocrates sont là dans la question de la promotion des droits humains qui permet tout. Et puis, en fait, il y a des Américains de souche qui ne veulent pas du tout entendre parler du droit à l'avortement, ne veulent pas entendre parler de la promotion de l'homosexualité. Et ces personnes aujourd'hui se sont retrouvées dans la dynamique incarnée par Donald Trump. Donc, j'estime que la question de timing et aussi certaines valeurs qui ont été remises en cause durant le mandat de Joe Biden, ces situations ont joué contre Kamala Harris. Oui, allez-y. Je viens à vous. Oui, c'est clair qu'à un moment donné... Il avait commencé. Lui, il avait commencé et je ne veux pas être le meilleur perdant sur la question parce que au-delà de montrer l'avènement ou le côté femme qui pouvait jouer, il n'y a que la candidate n'a pas su convaincre les Américains sur la question sensible de ce que c'est la classe supérieure. C'est à cette classe que s'adressait la candidate américaine. Et la basse classe qui ne se retrouvait pas dans sa politique alors qu'elle était en grande majorité. Deuxième chose, lorsque Laura parlait de la question de timing de dernières heures, c'est important dans ce choix-là parce qu'à un moment donné, si un président de la République, moi j'ai vu l'échec et ceux qui m'ont côtoyé, ceux avec qui j'ai discuté depuis la candidature de Donald Trump, j'ai dit, ça ne va pas rater, Trump redeviendra 47e président des États-Unis après qu'il soit 45e. Donc du coup, si Joe Biden, le président américain en exercice, n'a pas su régler le problème avec Trump et qui voyait déjà le niveau de Donald Trump par rapport à lui, il était difficile pour la candidate démocrate de venir redresser la pente. Donc c'était déjà un problème d'infériorité sur lequel tout le monde avait vu venir. Au-delà de ça, cette question sensible sur la position, vous connaissez Trump, il est très sérieux. Quand il veut quelque chose, il n'amadouille pas. Trump a critiqué ouvertement dans ce pays l'ONU sur des questions aussi anormales ou leur position qu'on ne retrouve parfois pas, ou tout ce que cela peut engendrer comme difficulté. Et également au niveau de l'OTAN, Trump n'est pas d'accord si l'argent qui doit servir à redresser une économie doit financer la guerre. Trump ne trouve pas que, alors que les Américains qui financent au-delà de ça. Donc cette question-là, tout le monde attend de Trump. Et en face de cette situation-là, la candidate ne pouvait pas trouver de chemin parce que la question, actuellement nous parlons, malgré que l'État ait subventionné quelques achats, pouvoir d'achat aux États-Unis, il y a toujours problème d'inflation. Oui, allez-y. Oui, Donald Trump s'est beaucoup plus montré homme du peuple. Il a des attitudes typiquement américaines, il a des réflexes, des réactions qui montrent qu'il est dans le peuple. Et donc cet avantage a joué dans la balance, et même étant une femme, on a constaté que les résultats n'ont pas, chez les femmes, les votes des femmes n'ont pas été en faveur de Kamala Harris. C'est un gros point d'interrogation, mais c'est une femme quand même, on pourrait dire que, comme on l'a toujours dit au Bénin, si une femme est candidate, on devrait normalement, avec nos 52% de femmes, on devrait... Ce sont des calculs mathématiques. Ce sont des calculs mathématiques. Voilà. La marine, normalement. Normalement. Et donc, cet avantage que Kamala Harris avait n'a pas été véritablement un avantage. C'est en cela que je note une maturité démocratique de ce côté-là. Et
c'est d'une pratique séculaire. 400 ans de démocratie, oui. Ça veut dire qu'ils sont moulés sérieusement dans cette pratique-là et ils sont au-delà de ces petites considérations-là. Ils savent ce qu'ils veulent, les Américains. Ils ont, à un moment donné, estimé qu'il faut arrêter la guerre, il faut arrêter les interventions à outrance sur des foyers de tension, que ce soit, passez-moi le mot, en Ukraine ou au Moyen-Orient. Il fallait arrêter tout ça et se reconcentrer maintenant sur des questions relevant de la vie des Américains pour relancer l'économie, pour permettre à tous de vivre mieux. Alors, parce qu'ils ont des problèmes également dans leur pays. Justement, alors, quand on a écouté certains analystes, on pense que c'est le retour de la dictature à la tête de l'État aux États-Unis et d'Amérique. Est-ce que vous pensez que ce retour de Donald Trump va nous replonger dans ces moments un peu difficiles et très critiques que nous avons connus au cours de sa présidence entre 2016 et 2020, où il a réussi à apprendre de ses erreurs passées et qu'il trouvera le juste moyen pour plaire à tout le monde? Moi, je pense Moi, je pense que la situation américaine aujourd'hui ressemble un peu à la situation du 24 octobre 1929 avec le crash de Wall Street qui nous a plongé dans la crise économique mondiale. Et puis, quand le président Hoover n'avait pas la possibilité de régler les problèmes, ce qui a permis en 1933 réellement qu'en avril 1933 que Franklin Delano Roosevelt vienne au pouvoir et qui planifie un certain nombre de choses. Je vois aujourd'hui un Hoover, Joe Biden, un Franklin Delano Roosevelt, Donald Trump, au-delà de ce que quand vous voyez le parcours de Franklin Delano Roosevelt avec le Sénat, avec la Chambre des grands électeurs, tout ce qu'il a fait, connaissant déjà les États-Unis, aujourd'hui on est en face d'une question aussi importante. La démocratie sans le respect de la démocratie sans la démocratie n'est que de la dictature. Et puis le vrai problème que nous appelons aujourd'hui, c'est de la démocratie. Donc on a constaté, un démocrate c'est celui qui respecte la loi. Mais pourquoi c'est fait que ce pourquoi un candidat doit être élu, les électeurs ne sont pas allés vers les démocrates, mais pourtant c'est au niveau des républicains. Donc du coup, on constate avec beaucoup d'institutions, de régulation, de suivi, de tout ce qu'il y a comme institution aux États-Unis pour pouvoir sauvegarder, pour pouvoir attirer l'attention, pour pouvoir réguler, pour pouvoir orienter. Donc tout ça se réunit aujourd'hui. On ne peut pas parler de la dictature puisque ça a été clair. Il n'y a que ceux qui le disaient tout à l'heure, ça fait quand même un demi-siècle d'exercice ou d'expérimentation de la démocratie. Les gens ont fini avec tous les cas de figure. Donc tous les cas de figure. Donc vous constatez avec moi que les Américains, nous devons nous détromper de ce que Trump est un dictateur. Et ce qu'il faut voir 2016-2020, on a constaté quand même quelqu'un qui est très free, qui dit ce qu'il pense, son franc-parler a permis aujourd'hui que les gens puissent aller voir tout ce qui s'est passé. Joe Biden avec le retrait des États-Unis sur des questions climatiques dans le monde n'ont pas été du goût. Et même au-delà des frontières américaines, on a constaté que les relations diplomatiques ont pris un coup sous le président. Exactement. Président brésilien. Voilà. Et au-delà même de ça, vous allez voir qu'à un moment donné, notre ami Barack Obama, qui est revenu carrément comme un directeur de campagne, avec tout ça, n'a rien donné. Et son épouse. Donc, entre autres, on a vu que toute la théorie contre Trump seul n'avait rien donné pratiquement. Donc, du coup, ce que je viens de dire, dans ma note introductive, je l'ai dit clairement, il y a une certaine polarisation de la population américaine et qui donne clairement qui sont ceux qui sont avec moi, qui sont ceux qui sont ou qui sont contre moi ou qui ne sont pas avec moi. Donc, du coup, on voit clairement que Trump est devenu religieux aujourd'hui et les gens sont prêts à vénérer Trump. Donc, du coup, je pense qu'il ne changera pas. Ils vont l'aider. Il ne va pas changer sa posture, il va rester
rester le même qu'on a toujours connu et qu'il va évoluer comme ça et régler les problèmes et même régler des comptes. Oui, puisque dès qu'il va prendre le pouvoir en 24 heures, qu'il va régler le problème de la dette. Donald Trump aujourd'hui, les pays qui comptaient sur le soutien des Américains pour faire la guerre ou bien d'autres choses dans le monde entier doivent pouvoir parce que Trump maintenant parle des Américains d'abord. Et chaque pays doit pouvoir se prendre au sérieux, se prendre en charge. Et à ce niveau, Trump ne va pas rater certains pays notamment. Vous allez voir l'avalanche des félicitations. Mais quand vous lisez bien les messages de félicitations, vous comprenez qu'il y a une inquiétude qui est derrière ces messages de félicitations. Les gens se disent, mais comment est-ce que nous allons gérer avec lui? Nous allons travailler avec lui. Il s'engage à travailler avec lui, mais au fond, ils savent que ça va être difficile parce que... Personnellement, moi, je ne trouve pas d'inquiétude dans les mots de félicitations. Au contraire, il faut que je te montre que je suis prêt à collaborer. Inquiétude, c'est peut-être avoir une position. Non, en fait, ça ne se traduit pas. On ne voulait pas, mais là, on est obligé. On te rassure qu'on veut travailler avec toi. Au fond, Trump incarne un certain monument qu'il faut respecter, vous voyez. Donc du coup, les États-Unis doivent garder cette posture-là. Je prends plutôt la posture du Kremlin qui a dit qu'il ne félicite pas, qu'il n'a pas de mot à dire, mais qu'il veut voir dans les actes ce qu'il fera, comment il fera et comment il va régler les problèmes qui sont en attente. L'autre côté, je vois... Sachez que ce message, c'est un message stratégique. C'est stratégique. Connaissant la position, absolument. Tout par rapport à... Exactement. Absolument. Mais je reviens encore sur la posture des Africains. Mais qu'est-ce que les dirigeants africains attendent de cette élection? C'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont se mettre dans une franche collaboration comme les Occidentaux ou ils vont attendre des mots d'ordre de ces Occidentaux-là avant maintenant de savoir se positionner? Mais dans tous les cas, Trump n'est pas dans une démarche d'aide de cette façon-là à aider les Africains. Lui n'est pas dans... Il n'est pas dans cette démarche. Il l'a dit, mais vous savez que nous sommes dans un nouvel ordre mondial avec la ruée des puissances vers l'Afrique désormais. Ça, vous le savez, on a d'ailleurs fait le débat sur ce plateau parlant de ces puissances-là qui ont désormais un regard, je dirais, en griffe bienveillant envers l'Afrique. Est-ce que Donald, va-t-il adopter la même posture dès sa présidence en janvier prochain? Non, je ne pense pas que Donald Trump veuille courir derrière l'Afrique comme le faisaient ses prédécesseurs, je ne pense pas. Quand vous l'observez bien, on a dit tout à l'heure, c'est un monsieur qui a une philosophie qui est claire. Il ne sait pas se mentir à lui-même. Il peut faire des efforts, peut-être, mais ce serait pour les intérêts des États-Unis. Mais il ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire venir chaque fois à la rescousse de l'Afrique. Et c'est ce qui est bien même dans son élection, c'est que désormais, l'Afrique a gagné en prenant conscience davantage du fait que l'Afrique s'appartient à elle-même et que l'Afrique doit faire des efforts. Et nous l'avons dit, il y a des questions. Quand vous prenez, en ce qui concerne le financement de la planification familiale, tout ce qui a trait au féminisme et consort, donc avortement et tout, les États-Unis sont quand même le gros pouvoireur. Et donc, quand quelqu'un qui a la tête de cette puissance-là a une philosophie complètement aux antipodes de ce qui se fait, vous voyez que déjà, pour ceux qui aiment bien ces questions-là, ils vont dire que c'est une tête, mais en réalité, pour l'Afrique, moi je me dis, c'est une prise de responsabilité. On vous met devant le faute accompli. Vous savez désormais que voilà, c'est telle chose, voilà comment se comporter. Et aussi, et quand vous voyez les quelques foyers de tension que nous avons sur le continent, n'attendez pas à ce que les États-Unis viennent davantage financer X ou Y dans ça. Je ne pense pas. Donald Trump aujourd'hui, il a assez de dossiers à gérer d'abord à l'interne et sur la scène internationale, il n'y a que la présidence de Biden a contribué à alimenter assez de foyers de tension qu'il veut bien éteindre avant quand même de quitter après les 4 ans. Donc je ne pense pas que l'Afrique puisse trouver réellement quelque chose en tant que tel. Mais je dis c'est un intérêt, c'est très positif pour l'Afrique parce que nous avons tendance à encourager l'assistanat. Et aujourd'hui, avec cette élection-là, nous devons comprendre qu'il nous appartient à nous-mêmes de faire des efforts et de comprendre que désormais, il y a des points sur lesquels nous devons travailler et clarifier un peu les règles de coopération. C'est le plus important. Donc je ne pense pas que parce qu'il a été élu là-bas, fondamentalement, il doit appeler les chefs d'État africains. Vous l'avez remarqué, observez bien, pendant 4 ans, Donald Trump a été élu et il a pris service, je pense, en 2017, janvier 2017. Oui, janvier 2017. Oui. Mais en 4 ans,
Il n'a pas reçu les Africains. Il n'a reçu qu'exceptionnellement 2 présidents africains. L'ancien président nigérien Buhari et celui du Kenya, Kenyatta. Donc, c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui a une philosophie, il est fidèle à lui-même, il est clair, n'est pas comme les autres qui essaient d'édulcorer un peu ce qu'ils pensent. Donc, c'est la différence. Et quand les Américains l'ont choisi, c'est que les Américains l'ont choisi en toute connaissance de cause. Ils l'ont vu faire et voilà ce qu'ils veulent de lui. Il va continuer sur la même lancée, bien sûr, en tenant compte des erreurs qu'il a eu à commettre dans sa présidente, mais n'attendez pas que l'Afrique trouve des solutions. Les Africains doivent véritablement aller à l'école de Donald Trump et de savoir qu'il est à une position, il adopte une posture de ce qu'il faut savoir apprendre de vous-même, savoir transformer ce que vous avez chez vous, savoir faire une politique, je dirais, locale et de savoir vendre le potentiel que vous avez à l'international. Qu'est-ce que le Bénin vend aujourd'hui? De tout le potentiel patrimonial que nous avons, de toute la richesse culturelle, de tout ce que nous avons, comment est-ce que nous vendons à partir de notre entre-griffe le marketing, l'action commerciale, c'est ce qu'on appelle le tourisme. Mais le tourisme qui est l'action commerciale du patrimoine, qu'est-ce que nous vendons aux autres, dans nos relations bilatérales ou les relations sud-sud, sud-nord que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que les pays africains arrivent à vendre? Qu'est-ce que le Bénin, par exemple, vend au-delà de nos frontières qui permet quand même d'avoir une certaine autonomie, une richesse, qui ont le sous-sol, par exemple? Non, mais je pense que Trump n'est pas dans ça. Trump n'a pas besoin de ces petits trucs-là. Non, Trump a besoin d'une réorganisation des États-Unis, je dirais même d'un relancement de la coopération, d'une reconnexion de tout ce qu'il y a comme idéologie aux États-Unis, de faire même une politique nationaliste qui permettra à chaque Américain de savoir que le patriotisme doit être le premier élément qu'il doit s'enseigner et de travailler à voir toujours les États-Unis prospérer. Donc du coup, nous sommes en train d'aller vers une solution du monde, parce que moi je dis, et je crois l'avoir dit, que cette affaire, il y a 4 ans, la question du genre est devenue une question suffisamment mondiale et tout le monde en parle. Et puis, quand quelqu'un me dit ce matin que Trump a sauvé la planète, il est important de reconnaître que les questions d'ordre social, des questions d'ordre, je dirais même religieuses, des questions publiques, les valeurs même, pour en arriver là, vont commencer par être revues par rapport à un certain nombre de choses. Quand vous voyez depuis 4-5 ans que Joe Biden est là, vous avez quand même constaté que les pays africains, sous nos cieux, les pays lointains, que le chroniqueur a l'habitude de le dire, que les cas de divorce, les cas de genre, les cas de féministes, les cas deviennent de plus en plus gonflants. Et puis, on se demande à quand la fin de cette affaire-là, parce que les gens sont financés. On a vu des dames dans ce pays prendre position pour parler du genre, pour détruire des foyers. C'est des financements. C'est une question qu'on se pose. Oui, on vous écoute sur la question des relations avec l'Afrique. Oui. Avec l'Afrique. Avec l'Afrique, les Africains doivent se prendre en charge. Il ne faut pas continuer à attendre le merci des États-Unis. Je crois que Donald Trump ne va pas, en tout cas, vouloir faire ce travail parce qu'il a tellement de choses à régler. Déjà avec la présidence Obama, on a vu. Oui, ensuite, nous avons on parlait de Barack Obama comme le merci de l'Afrique. Oui, on a pu voir que la ligne des États-Unis est claire depuis des années et ça ne changera pas. C'est que l'idéologie des hommes politiques qui dirigent les États-Unis, ça peut changer d'un autre à un autre, d'un président à un autre. Mais pour autant, il y a un système qui est là en place et qui ne changera pas pour autant. J'estime que les Africains doivent pouvoir se prendre au sérieux. Parce que quand vous regardez tout ce qu'il y a eu comme dérive, je dis, et permettez que je le dise comme ça, sous Biden avec les contre-valeurs, où aujourd'hui, malheureusement, l'argent, il y avait les financements pour les organisations de la société civile, malheureusement, qui étaient les porte-étendards de ces contre-valeurs. Je crois que Donald Trump, avec sa position, il a clairement affiché, il ne va pas manquer de taper fort là où ça fait mal, mais il faille que aussi les Africains comprennent que oui, maintenant, il faut qu'on retourne aux valeurs, aux fondamentaux de la culture africaine et qu'on pense aussi. Et ça interpelle les dirigeants africains, parce qu'on sait très bien que quand ça circule à tous les niveaux. Et ceux qui doivent faire la promotion de ces contre-valeurs parfois pour peut-être avoir le soutien qu'il faut quand il faut peut-être dépasser les bornes constitutionnellement parlant, on sait comment ça se passe dans les pays africains également. À ce niveau, il y a peut-être qu'il faut craindre Donald Trump désormais. Voilà. Alors, les
dernières secondes que deviennent désormais ces démêlés avec la justice? On met ça en veilleuse? Je pense que durant son mandat, il va continuer à répondre. C'est ce que je pense. Les Américains, c'est pas parce qu'il est devenu président qu'il faut ranger au placard tout ce qu'il avait comme problème judiciaire. Durant son mandat, il va continuer à répondre. Et bien, si peut-être pas extraordinaire, la justice estime qu'il faudra le décharger de ses fonctions de président de la République, il n'hésiterait pas à le faire, ces Américains. Mais je ne pense pas que ça irait aussi loin. Mais dans tous les cas, il demeure un citoyen américain et ses problèmes avec la justice vont se régler avec la justice. Oui, la question, la voyez-vous? Le pouvoir est à comparer à un œuf. Si vous le serrez trop dans la main, ça se casse. Si vous essayez de l'amadouer, ça se file et ça tombe, ça casse. Si vous caressez l'œuf, c'est que vous n'arrivez pas à prendre une posture. Ce qu'il faut, c'est de savoir que la justice est pour les êtres humains. Ceux qui jugent sont des juges ou des êtres humains. Et si les Américains sont tous égaux devant la loi, ce que nous sommes en train de constater, parce que Donald Trump, pas parce que son statut d'ancien président de la République l'a valu tout ça, et le chroniqueur a dit la présomption d'innocence qui continue jusqu'à faire une comparaison avec des pays lointains. Encore que les réalités, ne sont pas les mêmes. Donald Trump aujourd'hui est arrivé à montrer à la face du monde, et le juge qui est sérieux doit pouvoir comprendre qu'il est inférieur à la situation. Un ancien président, entre ces deux élections, ces deux abîmes, sont la fin de son premier mandat et le début de son second mandat, n'a pas pu véritablement, on n'a pas pu trouver ce qu'il faut pour mettre la main sur Trump. Aujourd'hui, la question, qu'on le veuille ou non, instruite ou pas, la question doit pouvoir commencer par diluer davantage. Et s'il y a des réponses à donner, Trump donnera des réponses pour le V6 exactement. Donc ça va se faire. Et puis, en tant que président de la République, je pense qu'il n'y aura pas d'influence. Tous les résultats ça va perturber sa présidence. Vous le pensez aussi? Oui, je le pense. Et je pense que dans une autre dimension, même si les cas ne se ressemblent pas, on a vu Bill Clinton qui était quand même au cœur d'une sulfureuse affaire. Bon, jusqu'à craindre même d'être destitué et tout. Mais vous savez, les États-Unis viennent de nous prouver que lorsque la justice elle est indépendante, c'est qu'elle est indépendante. Je ne dis pas qu'elle est totalement. Non, on ne va pas chercher ça. Il a rappelé, ce sont des hommes qui animent et donc, mais au moins il y a un minimum qui rassure le citoyen quant au respect des décisions qui sortent de ces élections-là. Et les élections aussi se prennent davantage au sérieux et font un travail. Dans d'autres localités qui sont tellement lointaines d'ici, les gens auraient pris la clé des champs dès lors qu'ils ont compris qu'ils ont été mêlés à une affaire ou bien qu'ils sont cités dans une affaire. Donc voilà, donc je pense que ce sont des leçons qu'il faut tirer et savoir qu'on peut être ancien chef de l'État ou actuel et faire face à la justice, rester, répondre quand la justice elle est véritablement indépendante et impartiale. Je veux finir en disant que le pays lointain que vous comparez aux États-Unis, c'est pas la même réalité. Vous vous amusez ici, on vous fout en prison. Vous avez identifié un pays. De toute façon, vous avez identifié un pays. Je pense que les Américains, pour ces élections, ont dû mettre une pause pour le problème judiciaire de Donald Trump en attendant que les élections passent d'abord parce que pour que les Américains n'aient pas l'impression que la justice, il y a un acharnement. Je crois qu'après son élection, maintenant, je crois autour du 23 ou 26 novembre, ça doit reprendre. Cela se montre que oui, au-delà de tout, c'est une pause d'abord et de devoir répondre. On attend de voir si après les faits sont établis et qu'il est coupable, est-ce qu'on va le déchoir de son titre de président pour le foutre en prison? On attend de voir. C'est le premier citoyen de la puissance mondiale. Donc, on essaiera donc de le protéger. Ce sera un cas d'école quand même. Oui, très rapidement. Oui, c'est une seconde par personne, s'il vous plaît. Oui, avec son allié qui était à ses côtés, qui lui a témoigné son soutien tout le temps, le milliardaire Elon Musk. Quel rôle jouera-t-il dans cette présidence-là? Il a promis de nommer à un poste à la tête d'une commission d'évaluation. Donc on attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Aux États-Unis, les gens ont estimé que c'est un poste taillé sur mesure pour Elon Musk, donc on verra bien. Le contenu, le cahier de charge, voilà. Justement, pensez-vous que ce sera bien? Oui, ils vont s'entendre. Bon, si c'est bien ou pas, je pense qu'il ferait mieux peut-être de s'occuper de ces affaires plutôt que de commencer à se mêler à la politique. C'est peut-être une manière de venir aussi, parce que Trump était un homme d'affaires qui s'est converti en politicien. C'est peut-être une manière aussi pour Elon Musk de venir en politique et de faire ses
pas. C'est désormais deux hommes d'affaires. On verra si la réalité là-bas sera comme le cas dans un pays lointain. On verra. Les États-Unis sont pour les Américains et je crois que Donald Trump est un Américain, il a prouvé. Tirer les Américains avec lui pour gérer le pays, ce n'est pas une question de, en tout cas, qui porte à froid ou à une confusion. Je pense également que les 4 années à venir, le monde sera redressé. Et je félicite Trump pour sa réélection aux États-Unis. Oui. Et je rappelle qu'il a sauvé la planète. L'attelage. Trump, oui, je pense que au-delà des inquiétudes par rapport à cet attelage, on peut essayer de prendre des hommes, d'imiter un peu, comprendre que si un tel homme d'affaires qui a pu mettre son réseau, n'oubliez pas, a mis son réseau au service, a mis de l'argent, c'est beaucoup de choses, au service de Donald Trump qui enfin dit qu'il va le mettre à un poste aussi stratégique pour l'aider. Donc je pense que nos chefs d'État sous les tropiques, pour être précis cette fois-ci, un peu plus précis, sous les tropiques dans les pays lointains, doivent aussi s'inspirer de cela pour que l'on ne transforme pas le fait qu'un homme d'affaires se retrouve en politique. On ne sait pas comment ça va finir. Merci. Va penser qu'il est politicien. Ah bien sûr, merci beaucoup. Merci à vous, Landry Adélacon, merci pour cet échange. Merci à vous, Laurent Tony Nkes, merci bien. Merci à vous, docteur Bouga Koupaki. Et merci à vous, Omar Salouf, pour nos échanges sur la présidence Trump dans quelques semaines, je dirais en janvier prochain. Allez, nous aurons l'éclairage de notre invité dans l'œil de l'expert, direction les États-Unis, précisément dans l'État de Virginie, où nous attend le professeur Salif Désiré Baloubi. Nous allons recueillir son éclairage sur cet autre tournant dans l'histoire politique des États-Unis d'Amérique à partir des leçons à tirer donc de ces élections. L'œil de l'expert, eh bien, notre invité est professeur titulaire de chaire, il est expert en communication publique. Je vous invite à le suivre. Pour ma part, c'est l'économie au premier plan et puis la sécurité le long des frontières donc, des États-Unis. Trump, personnellement, a estimé que le pays est envahi par des immigrants illégaux et que les frontières méritent d'être sécurisées. Alors, il a une majorité confortable qui a vu que le travail, la performance de Joe Biden n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Ils ont vu aussi que l'économie a pris un coup et qu'il y a une inflation qui ne dit pas son nom et tout coûte cher. Voilà les deux éléments cruciaux. Il y a aussi le discours de campagne, des phrases répétées, parce que Trump a maîtrisé la psychologie de la communication. Il a frappé très dur dans le sens donc de créer, de semer la panique dans la tête et dans le cœur des Américains qui ne se sentaient pas du tout en sécurité. Il y a aussi ce qu'on appelle l'indiscipline de Trump. Tout ce qu'on lui dit de faire, c'est-à-dire l'équipe de sa campagne, et il met de côté, il est tout naturel, c'est pas celui-là qui aime lire les discours, il improvise, il dit ce que il pense. Et surtout, l'économie, est-ce que vous vous sentez mieux ou plus à l'aise, n'est-ce pas, cette fois-ci que vous ne l'étiez il y a 4 ans? Voilà des questions comme ça. Et la réponse est évidente, c'est non. Et ça brûle quand il répète tout cela. Alors, avec une coalition de l'extrême droite et aussi des gens du centre qui se sont ralliés à lui, vous voyez, lui ont permis vraiment de gagner cette élection. Donc, ce n'est pas une question de vision. On ne peut pas dire la vision du Parti des Républicains face à la vision du Parti des démocrates. Ce n'est pas une question de vision, c'est pas pour autant une question de programme ou projet de société. Non, c'est la communication, la psychologie de la communication. Une bonne campagne de la candidate démocrate Kamala Harris, oui, ça c'est vrai, mais elle n'a pas réussi à se faire élire. Et son échec
Eh bien, au départ, c'est de ne pas pouvoir se démarquer de la politique ou de l'administration de Joe Biden, puisque ça brûle, puisque les gens sont pas du tout satisfaits. Plus de 50, près de 51% des gens qui ont été sondés, interviewés, ont répondu qu'ils n'approuvent pas la politique de Biden, sa politique économique, la politique du point de vue donc de l'immigration, ils ne l'approuvent pas. Alors si vous ne prenez pas vos distances par rapport à une telle administration, eh bien, on vous assimile. Donc, Trump, dans sa campagne, a toujours collé, bien sûr, Kamala Harris à la politique de Joe Biden. Il dit, ben, les responsabilités elles sont les mêmes, elle ne peut pas se dissocier et que, bien sûr, elle est responsable. Alors, on lui a posé des questions lors de certaines interviews. Elle a dit, on lui a demandé si Madame la vice-présidente, est-ce que il y a quelque chose aujourd'hui que si vous réfléchissez, il y a quelque chose que vous auriez fait autrement que ce qui a été fait sous, n'est-ce pas, Joe Biden. Il a hésité, ben, il a fini par dire non, il n'y a presque rien. Alors, vous voyez, donc voilà ce qui a vraiment été un problème. Oui, quand on parle des femmes aux États-Unis, à élire comme présidente de la République, je pense que contrairement à l'expérience africaine au Libéria, on a élu Madame Johnson comme présidente du Libéria, qui l'eût cru. Je pense que les Américains ne sont pas prêts pour élire une femme. C'est la première impression on peut avoir, puisque Hillary, vous le savez, vous vous rappelez, comme si c'était hier, tous les sondages étaient partis pour dire que elle battait Trump à plat de couture. Mais ce ne fut pas le cas. Il faut ajouter qu'il y a quand même quelques grains, sinon c'est carrément visible, de la misogynie. De la misogynie. Il y a beaucoup qui, n'est-ce pas, qui n'aiment pas les femmes. Et là, c'est très négatif. La femme n'est pas bien vue en politique, de toute façon, à ce niveau. Il y a des femmes même qui ne veulent pas voir des femmes à ce poste, vous voyez. Et quand on y ajoute les hommes et surtout l'extrême droite aux États-Unis, c'est ce que je pense qui a certainement motivé cet échec. La misogynie, la non-acceptation de la femme en tant que intellectuellement capable, assez intelligente, avec des valeurs et des aptitudes donc appropriées à la gestion de la chose publique et surtout au sommet de l'État. C'est une très bonne question. Vous savez, la question donc du racisme est là. Ce n'est pas sous Trump que les Noirs seront mieux traités. Il est vrai, pendant son premier mandat, il a fait certaines conditions sous son régime. Les Noirs, dans une certaine proportion, ont bénéficié de certains avantages. Est-ce que c'est cela qui a entraîné la convergence de certains noirs, surtout les hommes, vers le Parti républicain et qui ont soutenu la candidature de Trump. Donc, est-ce que cette situation va s'améliorer? Euh, on peut rester optimiste, mais ce ne sera pas nécessairement parce que c'est le président Trump qui va décréter des lois pour éradiquer ce fléau. Je crois que c'est enraciné dans le cœur, dans la tête de beaucoup d'Américains qui sont xénophobes. Beaucoup sont xénophobes. Je ne dis pas que tous les Américains sont xénophobes, mais c'est enraciné dans la tête de plusieurs, surtout les gens de l'extrême droite. Malheureusement, on peut comparer ça aux partis de droite de la France, les Éric Zemmour et puis Marine Le Pen, euh, qui vraiment sont contre les immigrants, sont prêts à déporter comme Trump le promet, c'est une promesse de campagne, et il a dit,
et chose promise, chose due, il fera des déportations massives. Mais il ne peut pas dire je maltraiterai les Noirs qui sont aux États-Unis, parce que les Noirs aux États-Unis, ici, qui sont américains, eh bien, bénéficient des mêmes droits. Et là, c'est très important de le dire. Mais le racisme, c'est pas sous Trump que ça va s'améliorer. La leçon à tirer, véritablement, c'est la question de la politique, la question donc de la démocratie. La démocratie, est-ce qu'il y en a véritablement? Il est vrai ici, aux États-Unis, on ne change pas les constitutions comme ça se fait ailleurs, manipuler, tripatouiller. Non, ça ne se fait pas. Mais la politique reste la politique. Et c'est comme si ce n'est pas les faits réels qui comptent, ou seulement qui comptent, il y a des faits réels, mais il y a des fabrications, il y a de l'hallucination, il y a l'intelligence, comment créer son narratif, il y a aussi le cœur, les émotions. Alors, il faut aller là où se trouve le cœur de l'électorat, son cœur, sa peur, sa crainte, ou ses craintes et ses pleurs pour promettre, faire des promesses. Et lorsqu'on est au pouvoir, on fait semblant de tenir ses promesses. Parce que bien la politique, avant que l'on ne prenne le pouvoir, eh bien, on la perçoit d'une manière, mais l'exercice du pouvoir en est toute une autre chose. Donald Trump continue d'écrire l'histoire américaine. Nous verrons dans ce plateau en toute franchise comment Trump va-t-il s'approprier les grands dossiers et comment il va les aborder priorité par priorité et de quelle manière le monde va accueillir ses propos de président et ses différentes actions en plateau. 3 analystes. On va commencer par vous. Didier Poton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes juriste internationaliste. En face de vous, nous avons Hamza Tablaï. Bonsoir. Bonsoir. Consultant politique et géopolitique, spécialiste en relations internationales et diplomatie. Et Emel Guérin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en communication, politique et gestion de crise. Ce plateau, c'est un plateau de sachants et donc nos discussions sont ouvertes à partir de cet instant. Oui, le 5 novembre dernier, on le rappelle, à peine les urnes s'étaient-elles exprimées que Donald Trump prononçait ses premiers mots de président élu. Il appelle déjà à l'unité, exhortant les Américains à mettre les divisions des 4 dernières années derrière eux. Donald Trump donne-t-il déjà le signal de ce que sera sa présidence? Je commence par vous, Hamza Tablaï. Oui, je pense que, eu égard surtout au type de campagne qu'il a eu à mener, on peut dire que Donald Trump n'a pas changé. Il a fait du Donald Trump, déjà en concentrant sa campagne autour de la personne de Joe Biden dans un premier temps, avant de se concentrer exclusivement sur Kamala Harris. Mais ça, c'est des choses qui ne nous surprennent plus. Parce que Donald Trump, on connaît la personnalité de l'homme et on sait très bien de la façon dont il fonctionne. Et ça, c'est assez clair. Mais pour revenir à l'essence même de votre question par rapport à son programme, je pense que le MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again, lui est vraiment cher. Et sous son premier mandat en 2016 et 2020, effectivement, il a concentré toutes les attentions autour des États-Unis, régler la question du chômage, essayer d'inverser le taux de l'inflation, en tout cas à sa façon, essayer tout de même de faire redécoller l'économie qui, vers la fin du mandat de Barack Obama, était un peu sur le déclin, et essayer également de redéfinir une carte géopolitique et géostratégique où les États-Unis s'impliquaient beaucoup moins sur les conflits internationaux. Et on peut le constater, Donald Trump n'est pas du tout belliciste. En tout cas, l'expérience de 2016 à 2020 l'a signifié clairement. Il a voulu que les États-Unis se retirent sur le plan international, surtout quand il y a
a des conflits. Et il a voulu beaucoup moins se mêler des enjeux multilatéraux qui s'annonçaient. L'autre point également qu'il faut marquer, Donald Trump par rapport à ce mandat va être un autre Donald Trump. Je disais tantôt qu'on a connu Donald Trump, on sait qui est la personne, mais ça va être un Donald Trump parce que les enjeux aujourd'hui en 2024 ne sont plus les mêmes qu'il y avait en 2016. Et je pense que la crise de Covid a un peu terni son image en 2020. Mais je pense que Donald Trump, pour l'essentiel, va se concentrer sur les questions sécuritaires qu'il avait déjà commencé durant son premier mandat. Et on peut dire que c'était un bilan mi-figue, mi-raisin. Se concentrer également sur la question de l'économie et de l'inflation. C'est vrai, on dit, et les chiffres sont en train de le démontrer, l'économie américaine va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, qu'il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, on peut le confirmer à travers les chiffres en bourse, effectivement, qui ont redécollé suite suite à l'annonce de la confirmation donc, de Donald Trump comme nouveau président. Donc l'économie américaine comme sa priorité. On va revenir sur ces différents aspects, aller très rapidement. Je finis là-dessus en évoquant les questions sécuritaires également, qui sont peut-être un peu rattachées aux questions migratoires. Mais sur le plan de la sécurité nationale, je pense que ça va être également un point fondamental par rapport à ce programme du Make America Great Again. Alors justement, les premiers mots lancés déjà dans l'opinion, c'est dire donc qu'il prend la mesure de ce qu'il attend et qu'il est là pour les Américains. Mais déjà, est-ce que vous, dis-nous Steve Poton, vous êtes séduit par ce retour de Donald Trump au pouvoir? Alors, séduit non, mais je dirais félicitations pour sa brillante élection. Ce qu'il faut d'abord dire, il faut penser aux Américains, aux États-Unis, parce que c'était une campagne électorale avec beaucoup d'incertitudes et comparativement à 2020, on a assisté quand même à une fin de campagne et à des périodes d'élection plus ou moins relativement tranquilles. Les résultats ont été acceptés par les partis politiques et les acteurs principaux que sont les deux candidats. Donc il faut saluer vraiment cela. Il faut constater aussi que la démocratie vient encore de triompher en fait. Et cette fois-ci, une fois encore avec un acteur qui ne croit pas en la démocratie, qui ne croit pas en des institutions démocratiques, mais qui vient de rafler une mise démocratique de grandeur nature. Alors par rapport à Donald Trump, si on peut dire que son élection en 2016 a été en quelque sorte une surprise, on peut constater maintenant quand même que je pense que les Américains l'ont vu à l'œuvre, il est revenu et les Américains l'ont encore pratiquement plébiscité, si on peut parler ainsi. Donc je pense qu'il s'agit d'une très belle victoire, d'un très beau comeback pour lui personnellement, et des histoires de comeback comme ça n'existent pas, ne courent pas les rues, on ne les rencontre pas tous les jours. Donc je pense que pour la personne d'abord de Donald Trump, je pense que c'est une page d'or d'histoire politique des États-Unis et aussi du monde qui est écrit. Mais quand on finit de dire tout ça, on ne doit pas oublier aussi de constater que la première démocratie mondiale va être encore sous pression pendant 4 ans, pendant 7 mandatures. Or, on attend des États-Unis, cette première démocratie mondiale, un rôle important dans la gestion et le règlement des grands problèmes mondiaux, que ce soit sur le plan géopolitique, géostratégique, et ce n'est pas des questions qui manquent. Et si on fait un retour dans l'histoire récente pour voir ce qu'avait été le premier mandat de Donald Trump, il y a de raisons pour être inquiète sur plusieurs plans et on va revenir. Vous avez donc des inquiétudes à ce niveau, sur le plan de la démocratie. Oui, l'Amérique mérite Trump, si on se réfère un peu aux résultats sortis des urnes, mais est-ce que le monde entier mérite Trump? Quand on écoute un peu, dis-nous Steve Poton, qui pense que la démocratie mondiale sera une fois encore sous pression sous sa présidence. Non, je pense que Trump est atypique.
Et on le voit souvent là où on ne l'entend pas. Qu'il vous souvienne qu'en 2016, personne ne l'attendait là. Tous les sondages lui le donnaient perdant. Cette année également, 2024, presque tous les sondages, en tout cas des médias officiels, des médias mainstream, la bien-pensance, je veux dire, le donnaient perdant. Il est là, il a gagné. Qu'on me dise que est-ce que le monde le mérite, je pense que Donald Trump s'inscrit dans la ligne des temps. Le monde a changé, le monde a pris un virage. Il n'est plus tel qu'il était, même quand il abandonne le pouvoir en 2020, le monde a changé totalement. Et donc, il a compris et il s'inscrit donc dans la ligne de ce que le monde est devenu et de ce que, dans le paradigme vers lequel nous sommes en train d'aller, l'humanité est en train d'aller. Et je vous dis, vous vous souvenez quand, à l'entame de la guerre en Ukraine, Poutine parlait de civilisation, il parlait des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là que représente Donald Trump. Et pour nous, Africains, je pense qu'on doit plutôt pencher sur les valeurs qui déterminent, qui identifient l'Afrique. Et vous constatez à travers le monde, même au niveau de l'Europe, qu'aujourd'hui, il y a quand même la droite, ou ce que la Dorsa appelle l'extrême droite, commence à émerger suffisamment pour parler de l'identité. Alors, quelle est l'identité de l'Afrique aujourd'hui? Quelles sont nos valeurs? Quand Kamala Harris a été désignée par défaut candidate, son premier discours, c'est de dire quoi? C'est de dire que je vais libérer les femmes avec l'avortement. Donald Trump dit, je vais protéger même les enfants avant leur naissance. Vous comprenez? Et quand il avait mis ces 7 juges au niveau de la Cour suprême, c'était pour empêcher que tout le monde n'y va pas avec l'avortement, avec le transgenre, avec le lobby LGBT, tout ce que vous comprenez. Et l'Afrique aujourd'hui, quelles sont nos valeurs? Est-ce que l'Afrique ne voit pas en Trump certaines valeurs, comme l'avortement, comme le transgenre, comme le LGBT? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui ne voit pas que Trump incarne aussi ces mêmes valeurs? Ça fait un. Et lorsque nous parlons de la plus grande démocratie, donc d'une puissance, une puissance financière, une puissance économique, une puissance militaire, c'est quand même important. Ça nous concerne, ça concerne le monde entier, encore que les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité et donc qui ont un droit de veto. Alors, il y a quelques mois passés, on a vu une cinquantaine de chefs d'État qui se sont rués vers la Chine, deuxième puissance, ou peut-être première, j'en sais rien, mondiale. Ça veut dire que c'est important, c'est quand chefs d'État, ce sont nos chefs d'État, c'est nous qui les avons placés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une politique qui changeait en Chine, ça nous regardait. Donc s'il y a une politique qui change aujourd'hui aux États-Unis, ça nous regarde. Et qu'est-ce qui est intéressant là? Il dit l'Amérique d'abord. Moi je pense que chacun s'occupe de son pays. Moi je ne veux plus entendre que le gendarmisme des États-Unis. Vous voyez, c'est l'un des plus jeunes États, le grand État du monde. 3 siècles seulement, et vous voyez tous les dégâts que les États-Unis ont créés dans le monde. On a vu, et ça se retourne contre eux. Et il y a eu certaines élites aujourd'hui aux États-Unis qui pensent qu'il faut arrêter cela. Il faut qu'on se replie sur nous-mêmes. Il faut qu'on cesse d'être le gendarme, de semer le bazar. Écoutez, s'il vous plaît, en 2011, si Trump était là, la Libye, ce qui s'est passé ne serait pas passé en Libye. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne serait pas passé, et qu'on n'aurait pas tout le bazar que nous observons. Les exemples sont légion. Oui, l'Amérique d'abord, ensuite il a parlé, il a demandé à ce qu'on rende à l'Amérique toute sa grandeur, c'est-à-dire donc sa présidence, c'est la caricature de ce qu'avait été sa toute première mandature. Alors, moi je ne m'inscris pas dans la ligne de M. Guérin, pour la simple raison qu'on ne connaît pas la vision de Donald Trump en fait. Donald Trump n'a pas d'idéologie politique. Il surfe en fait sur les extrêmes pour pouvoir gagner les élections. Ça c'est le discours électoral qu'il a quand vous prenez son programme politique. Surtout qu'il a déjà été président. Il est contradictoire à la fois. Moi, il y a une petite nuance qu'il faut faire d'abord avant d'avancer. Pour dire quoi? Pour dire, quand vous prenez les questions concernant par exemple les droits des minorités sexuelles et autres, aux États-Unis, d'accord, le système fédéral fait que chaque État organise la loi à son intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kamala Harris a dit, je vais proposer une loi fédérale, d'accord, pour l'avortement.
Et Donald Trump a dit non, je laisse les États, chaque État régler ce problème. Sinon, il y a des États aux États-Unis où c'est possible. Et il y a des États qui ont décidé de rester conservateurs et de ne pas donner cette possibilité à d'autres. C'est exactement comme la question de la peine de mort aux États-Unis. Vous avez des États qui continuent de le pratiquer, vous avez des États qui continuent plus de le pratiquer, puisque la Constitution fédérale le permet. Mais en ce qui concerne, quand on prend un État aujourd'hui comme les États-Unis, d'accord, il y a deux sujets importants dans le monde qui, à ma connaissance, sur lesquels on a besoin encore des États-Unis. Par exemple, c'est le sujet concernant le réchauffement climatique, la protection de l'environnement et tout. Non, mais sur ce sujet, on connaît la position de Donald Trump. Exactement. La position des États-Unis peut être une forme de... En tout cas, la position de Donald Trump peut être une forme de remise en cause de tout ce qui a été construit avec les États-Unis jusque-là pendant 4 ans, notamment, disons pendant 12 ans, le mandat, les 8 ans d'Obama et les 4 ans de Joe Biden où les États-Unis ont porté un leadership. Sur le plan de la coopération internationale, dans le sens de la géopolitique et de la géostratégie, c'est là où je dis on ne connaît pas la vision de Donald Trump. Mais vous imaginez que c'est l'homme des accords d'Abraham. Pour la première fois, on a vu des États arabes accepter même s'asseoir et discuter avec l'Israël et pour qu'on envisage même une possibilité de relations diplomatiques entre ces États et l'Israël. Mais c'est le même acteur qui a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. En fait, donc cette politique faite de deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire ça, j'en fais cette affaire, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas une vision globale de l'équilibre des relations entre les États dans le monde et donc il fonctionne par des deals. Ça, je pense que c'est dans l'intérêt des États-Unis. J'y vais, oui. Je le fais. Alors, et lorsque ce n'est pas le cas, on se retire. On se retire. Et or, il n'y a pas que des intérêts des États-Unis dans le monde. En tout cas, et pour terminer, quand vous parlez de ce que Trump n'est pas belliciste, je veux bien le croire, mais qui commence quand même par supprimer les différentes bases militaires des États-Unis dans le monde. En fait, mais puisque ces bases militaires rapportent beaucoup aux États-Unis. Le fait pour les États-Unis d'être encore un acteur important du commerce international, mais cette façon de quadriller la planète, ça participe aussi à sécuriser les intérêts américains. Et donc, il peut commencer aussi par supprimer quelques bases militaires et on croira là, dans ce sens, à sa bonne foi. Beaucoup de choses, mais permettez-moi de ne pas revenir sur tout ce qui a été dit. On connaît Trump, on sait un peu le cheminement politique qu'il a eu à faire durant ces 4 ans de traversée de désert et c'est quelqu'un qui a continué à mener campagne depuis 4 ans en réalité. Et je veux me concentrer beaucoup plus, ça va être la première partie de mon développement, sur l'échec des démocrates. Cet échec mérite quand même d'être expliqué parce que Kamala Harris était partie sur le bon pied en réalité. Kamala Harris était censé être la relève de Joe Biden après une gestion qui n'est pas si calamiteuse comme on le pense de 4 ans. En plus, Kamala Harris avait 3 avantages. Elle était une femme, ce qui était important dans le jeu, surtout en 2024. Elle est issue d'une minorité ou de 2 minorités visibles, noires, afrodescendantes et également asiatiques. Et enfin, elle est jeune, puisque en parlant de Trump, c'est le président aujourd'hui le plus âgé de l'histoire des États-Unis, 78 ans si je ne dis pas de bêtises. Mais comment se fait-il que ces 3 avantages ont été mal exploités pour devenir en réalité un couteau d'ésope à double tranchant qui ont joué en sa défaveur en réalité, simplement parce qu'elle est toujours immature en matière de politique. Beaucoup ignorent que Kamala Harris, c'est que 4 ans de vice-présidence et la notion même de vice-présidence, c'est quoi? C'est de rester vivant jusqu'à ce que le président meure un jour pour prendre la relève. Mais Kamala Harris, dans le fond des choses, n'a eu que 100 jours ou 107 jours en réalité pour faire campagne. Et pour se préparer à être président ou présidente de la République, de la plus grande démocratie du monde, d'un État continent, mais
107 jours, c'est pas du tout suffisant. Et c'est là où je tire sur la stratégie du Parti démocrate. C'est là où je tire sur la stratégie de Joe Biden. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour tirer sa révérence politique? Exactement. Et ça a joué vraiment en la défaveur de Kamala Harris, qui n'a pas démérité dans sa campagne. Est-ce que les Américains étaient vraiment préparés? Exactement, j'allais y venir. On a vu le cas de Hillary Clinton. J'allais y venir. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de femmes, en réalité. Kamala Harris est une grande inconnue des comtés de certains États américains, de certains districts américains, pour la simple raison qu'elle n'a pas su vraiment occuper les médias comme il le fallait, pour la simple raison également qu'elle est en quelque sorte la queue de comète d'une étoile qui s'appelait Joe Biden, qui malheureusement n'a pas profité aux intérêts américains. Que veulent les Américains noirs, par exemple, qui ont voté Donald Trump? C'est paradoxal tout de même. Ils veulent une vie meilleure, ils veulent des emplois, ils veulent une sorte de réindustrialisation de cet États-Unis qui est en chute libre en réalité. Quand on prend des villes comme Détroit, qui avait eu un passé reluisant et qui aujourd'hui peinent à se retrouver, surtout sur le plan industriel, on peut trouver des explications crédibles. La deuxième chose, et ça c'est la chose peut-être la plus importante, je trouve que le parti, les démocrates, le parti n'a pas réussi à se réinventer. Quand on prend Trump a littéralement fait campagne tout seul, sans s'encombrer. Il a même utilisé ses démêlés avec la justice pour faire campagne, pour rester dans la mémoire des Américains. Ça lui a servi de toucher absolument tout le monde. Et quand il fallait surtout faire la différence en se concentrant sur le programme qu'a fait Kamala Harris, elle a appelé les people, les stars pour faire campagne, alors que dans le mindset des Américains, ça c'est un mauvais signal. C'est-à-dire, vous venez de partager 4 années d'un bilan mitigé, plus ou moins mitigé, mais vous ne faites rien pour partager votre vision de l'avenir. Mais amener Lady Gaga ou Katy Perry, c'est pas ce que recherche l'Américain. En revanche, Trump aussi, qui n'a pas montré en quelque sorte qu'il avait un programme, mouse pour les Américains, s'est quand même concentré sur les intérêts des Américains au moment où il le fallait. En allant par exemple dans le Pennsylvanie, il s'est concentré sur les intérêts clés que recherchaient les Américains. Et ça a été le déclic durant cette campagne. Et je voudrais corriger quelque chose qui a été dit tout à l'heure, je finis là-dessus. Ce n'est pas que les médias ont dit que Trump devrait être perdant. Tous les médias mainstream, tous les médias en réalité ont dit que ça allait être très serré. Ça, c'est ce qui était dit. Mais en revanche, on peut aussi considérer que la victoire de Trump n'est pas une grosse victoire, comme beaucoup le disent. Ce n'est pas comme s'il avait remporté les élections avec des centaines ou des dizaines de millions de différences. En réalité, c'était très serré, mais il a remporté quand il le fallait, et surtout le vote de ces États votre analyse qui a été décidé. Bon, mais peu importe l'écart, de tous les manières, il y a au moins 5 millions de voix de tous côtés, et les grands électeurs, et même le vote populaire, il a gagné. Et ce n'est pas fini parce qu'il reste encore le Nevada, un peu l'Arizona. En tout cas, il reste des voix qui ne sont pas encore finies d'être comptées. Ce que je voudrais dire, en fait, il faut comprendre que Kamala Harris n'était pas préparée. Et même quand certaines voix, comme des ténors du Parti démocrate appelaient au retrait de Biden, quand même elle a fait une déclaration publique pour dire je le soutiens, je soutiens la candidature de Biden. Donc elle ne s'y attendait pas. Et à la fin, avec tout ce qui s'est... Même Barack Obama a hésité avant de porter ce soutien à Kamala Harris. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas préparé. Et là, quand moi j'entends que Trump n'a pas de programme, je dis mais c'est tout à fait le contraire. C'est par rapport à son programme qu'il est détesté. C'est par rapport à ce programme que l'establishment, l'État profond, depuis 2016, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je vais à Washington pour nettoyer le marais. Parce que l'Américain a compris aujourd'hui que tout ce qui se passe à Washington n'a pas arrangé les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et je suis en train de vous dire que le monde a changé. Les programmes devaient se tourner aujourd'hui autour des valeurs. Sur le plan économique, de 2016 à 2020, Donald Trump a un bilan très reluisant. Et si ce n'était pas la crise covidienne, il
aurait gagné les élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme en France ou dans certains pays européens. Lorsque vous perdez votre job, c'est fini pour vous. Vous galerez sérieusement, comme ça se passe chez nous en Afrique. Donc quelqu'un qui vient et qui sauve l'emploi, c'est quelqu'un qui a expliqué le vote des minorités noires, le vote des latino-américains. Et lorsque vous dites que ce n'est pas un programme, ils ont simplement voté parce qu'il y avait des musulmans qui ont porté leur voix à Biden, à Trump, compte tenu des valeurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas quand même jeter. Donald Trump, avant même, comme il a si bien dit, il avait commencé sa campagne depuis 2020. Et il avait une garantie, il avait un réservoir de 75 millions de votants qui sont là à bloc, qui étaient prêts à tout. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui que Donald Trump n'a pas de programme. Et sur le plan international, justement, son programme c'était quoi? Justement, attendez, oui. Bien sûr, je dis d'abord des valeurs. Il a peut-être surfé sur les démocrates au pouvoir. Non, attention, je dis il y a des valeurs. Et il y a sur le plan économique. Lorsqu'il est venu, vous savez, il dit ceci. Depuis longtemps, depuis près de 3 siècles, les États-Unis font de la guerre. Pourquoi? D'ailleurs, les États-Unis n'ont gagné aucune guerre dans l'histoire. Pourquoi ils font la guerre? Pour des intérêts économiques et financiers. C'est-à-dire que le pétrole au Golfe, alors que les États-Unis ont l'un des plus grands réservoirs du pétrole dans le monde. Et il a commencé par faire des exploitations fossiles. Ça a donné des emplois aux minorités. Ça fait un. Vous vous souvenez, depuis la crise de 2008, presque toutes les grandes entreprises, les industries ont quitté les États-Unis pour la Chine et l'un des deux pays. Il dit, revenez à la maison. Sinon, je vous tasse, je mets la douane. Et les produits chinois, je ne suis pas contre la Chine, qui venaient aussi, ça peut aussi l'économie, l'entreprise. Il a obligé des entreprises, des industries à revenir aux États-Unis pour créer des emplois. C'est ça. En agissant sur les droits de l'homme. C'est pas fini. Oui, allez, sur le plan international, qu'est-ce qu'il dit aux Européens? Il dit, mais je préfère mettre l'argent que je mets dans l'OTAN, l'OTAN qui devait avoir disparu depuis la disparition du pacte de Varsovie. Il dit, je préfère mettre cet argent au profit de mes concitoyens. Et si vous suivez bien son discours, quand il a pris le pouvoir, il dit, je ramène la valeur à chaque Américain. Chaque Américain va retrouver sa valeur. Il avait bel et bien un programme. Il y a un programme au niveau des Africains. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je comprends mal aujourd'hui que les Africains veulent la souveraineté, que les Africains veulent revenir sur, enfin, remettre en place leurs valeurs, et que quelqu'un vienne dans un pays qui dit bon, chacun n'a qu'à s'occuper de lui, et on dit non, c'est pas bon, ou il n'est pas bien, il faut qu'il intervienne dans nos histoires politiques, dans nos histoires entre nous. Je préfère que vous et moi, nous nous battions. Si vous êtes plus fort que moi, battez-moi, tuez-moi, pas de problème. Que Donald Trump ou Kamala Harris ou Biden viennent dire non, écoutez, je vais soutenir M. Guéret contre vous. Moi, je dis il faut qu'on finisse avec cette époque-là. Oui, allez-y. Oui, beaucoup de choses encore une nouvelle fois, mais il faut être clair sur certaines choses. Je pense que la question des valeurs, c'est un peu de la rhétorique politique et sentimentale sur lesquelles surtout il ne faut pas se concentrer. Aujourd'hui, la priorité des États, c'est les intérêts et surtout sortir du giron de cette crise économique qu'on traverse tous. L'intérêt de Donald Trump, en réalité, c'est de se concentrer sur l'intérêt de ses concitoyens et des Américains. On peut comprendre, mais ça n'en fait pas un programme. Un programme, c'est beaucoup plus un concentré d'un projet, d'un programme de société qui peut aller sur le moyen et le long terme. Et on peut constater effectivement que durant cette campagne, le Make America Great Again, c'est vrai, c'est un véritable slogan, c'est quelque chose qui peut raviver le cœur des électeurs, mais dans le fond, c'est pas un programme aussi solide comme on le pense. Et la campagne, parce que observez la campagne de Donald Trump, c'est pas du tout axé sur des arguments, c'est axé sur des insultes, c'est axé sur des invectives, sur des attaques personnelles. Les chats des gens. Exactement. C'est axé sur. Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que ça n'a pas marché à l'arrivée? Ça lui a servi. Oui. Mais moi, je veux qu'on souligne une chose. Donald Trump n'a pas en réalité gagné. L'arrivée de Donald Trump met plus en avant la défaite de Kamala Harris et des démocrates. Je voudrais aussi signaler un point important, un point historique, on ne le dit pas assez. Moi, je ne vois pas Donald Trump comme étant ce sauveur. Il se prend comme le sauveur puisqu'il a été miraculé avec cette tentative d'assassinat. Mais si on veut se référer à un grand homme politique qui a tout de même amené de l'espoir aux États-Unis, je peux
penser à Reagan, par exemple, de 80 à 88, je pense, ou encore à Roosevelt, qui a fait enchaîner 4 mandats entre 32 et 48. Donc, c'est pour dire que Donald Trump, aujourd'hui, surfe sur une vague populiste, surfe aujourd'hui... Et donc, ça ne changera pas grand-chose. Les 4 années, mais je vais rapidement par rapport à la parenthèse africaine. On va revenir là-dessus tout à l'heure, oui, allez-y. En fait, ce qu'il faut dire, il faut commencer déjà par analyser l'élection même, à faire un peu, à observer l'anatomie de l'élection. Quand vous prenez la carte électorale américaine au soir du 5 novembre, qu'est-ce que vous constatez? C'est-à-dire, les grandes agglomérations urbaines ont voté pour Kamala Harris et l'Amérique rurale a voté pour Donald Trump. Et cela déjà montre un tableau d'une Amérique divisée entre ceux pour qui la mondialisation et l'intégration dans le monde entier marche. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est 51 États. Et il y a des Américains qui ignorent même qu'il existe encore d'autres États il y en a qui dans sont le pas monde. instruits, Exactement. Donc, on peut comprendre qu'on a assisté dans cette campagne électorale à une Amérique divisée. Il y a une Amérique qui est ouverte sur le monde et qui croit au rôle que jouent les États-Unis dans les grands enjeux mondiaux. Et il y a une Amérique qui est tournée, recentrée sur elle-même et tournée vers elle-même. Et c'est à cette Amérique peut-être disons que c'est cette Amérique peut-être que Donald Trump a réussi à mobiliser, à drainer. Mais l'Amérique progressiste n'a pas été suffisamment mobilisée par en quelque sorte par les démocrates, et notamment par Kamala Harris. Et donc il n'y avait pas une question de programme, il n'y avait pas une question de politique. Quand il y a eu le premier débat avec Kamala Harris, et Donald Trump a constaté qu'elle s'en est bien sortie, mais il a refusé de faire un second débat. En fait, il a refusé catégoriquement de discuter parce que quand vous rentrez dans un genre de débat, c'est que vous allez discuter idées, programme. Vous avez prévu de faire si ce n'est pas possible, c'est possible, ce n'est pas possible. Ce que moi je voudrais dire et qui est en quelque sorte ce qui a tenu un peu mes inquiétudes, quand même, nous parlons des États-Unis, un État qui dispose aussi des digues pour protéger la démocratie contre les dérives de Donald Trump. Et on l'a déjà vu par le passé, on a déjà vu des juges des États retoquer plusieurs fois des décisions prises à la Maison-Blanche. Donc ça va se répéter, ça va se répéter, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. En ce qui concerne la souveraineté des États, mais la souveraineté des États, c'est aussi choisir librement à coopérer avec d'autres États. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'aucun État ne peut vivre en autarcie. Et la coopération est ce qui a apporté une sorte de stabilité politique dans le monde. Et les agissements des acteurs comme Donald Trump encore remettent en cause la coopération entre les États. Et s'il n'y a pas de coopération entre les États, on court tout droit vers la guerre. Parce que si les États n'arrivent pas à coopérer, c'est que les États se retrouvent dans des positions de se faire la guerre. C'est vrai que Trump, la doctrine, il y a une doctrine aux États-Unis qui pense que, qui stipule que dès que les États arrivent à commercer ensemble, c'est que les États sont moins disposés à se faire la guerre. Et lui pense au règlement des problèmes, de certains problèmes mondiaux par le commerce international, par des deals qu'il peut avoir avec tel État ou tel État. Mais on constate quand même que Donald Trump est dans une posture de confrontation directe avec la Chine. En fait. Et ça, quand même, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une information reluisante pour la stabilité du monde. Quand on verra les deux puissances mondiales en confrontation, ce n'est pas bien pour la paix dans le monde, ce n'est pas bien pour faire avancer certaines questions stratégiques. Par rapport à ce point précis, je ne suis pas d'accord parce que Donald Trump n'est pas du tout belliciste. Et quand ce n'est pas ce que je dis. Il entre en conflit avec la Chine, c'est uniquement
confrontation. C'est uniquement pour des enjeux économiques. C'est uniquement pour des questions économiques. C'est uniquement pour des intérêts économiques. Et ça, c'est assez clair. Je ne pense pas qu'on puisse quitter un affrontement économique. Ça a toujours existé, les affrontements économiques entre États, pour aller vers un affrontement sur le terrain militaire. Je ne le pense pas. Ça, c'est vraiment la première chose. Les conflits militaires qu'on a connus dans le monde ces 10-20 dernières années ont des soubassements économiques. C'est les enjeux économiques qui nous ont amenés vers ces conflits-là. Oui, on peut le dire, mais je ne partage pas complètement votre avis. Et la deuxième chose que je souligne, c'est surtout par rapport à la volonté de coopération. On ne peut pas dire que Donald Trump n'a pas envie de coopérer. Au contraire, il est plus dans la dynamique du gagnant-gagnant chinois ou même de la coopération bilatérale que de coopérer par exemple avec l'Union européenne qui pourrait être peut-être une coopération multilatérale, économique, etc. Il préfère prendre les États européens un par un et dealer avec eux. Et ça, bien entendu, le narratif de l'Union européenne ne peut pas l'accepter, encore moins le comprendre. Ça va contre leur propre intérêt. Nous avons quand même vu les réactions des dirigeants du monde. Quelle appréciation faites-vous de cela? Oui, moi je trouve que au-delà de l'homme, je pense qu'on est face à la plus grande démocratie du monde. On est face à la première puissance économique du monde. On est face à la première puissance militaire du monde. Donc l'élection d'un président aussi sulfureux qu'il soit mérite tout de même une petite attention, mérite qu'on s'y penche et qu'on puisse peut-être revisiter les termes de notre diplomatie. Et je pense que les différentes déclarations d'Emmanuel Macron, de Benjamin Netanyahou ou encore de Zelensky et même de certains chefs d'État africains depuis ce matin prouvent une nouvelle fois que la place des États-Unis dans le monde n'a jamais été reléguée au second plan et ne le sera jamais, même si c'est Trump qui est au pouvoir. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de trouver la bonne formule pour tout de même continuer à dialoguer, à discuter et à coopérer avec les États-Unis dans le sens de l'intérêt de tous. Ce qui est certain, Trump arrivera avec une nouvelle dynamique et va certainement mettre fin à certaines dynamiques qui existaient avant lui. Et je peux comprendre que pour l'intérêt africain, beaucoup s'inquiètent par rapport à l'avenir de ces échanges et de cette coopération qui quand même était restée solide durant les 4 années sous Joe Biden. On peut peut-être se dire que d'ici, il ne va pas mettre fin au programme qui existe, mais il ne va certainement pas les ramener sur le plateau ou sur le même format, reconduire. Il y a quelques précisions. En fait, si nous parlons quand même, parlons sur la base aussi des idées de Donald Trump. 3 idées phares. Il dit sa première action, c'est l'immigration. Qu'il va faire la plus grande, c'est-à-dire il mettra en œuvre la plus grande politique d'expulsion jamais connue aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on verra dans ce pays, c'est que des résidents, des personnes qu'on décidera qui ne sont pas sur le territoire américain de façon légale et on va les rapatrier chez eux. N'oublions pas que nous avons déjà vu que des pays africains même ont été placés sur la liste noire de visa pour aller aux États-Unis sous son mandat. Et ça, c'est des... Trump est dans son droit. Un retour à la carte d'État. Trump est dans son droit de protéger les États-Unis d'Amérique. D'accord? C'est son droit le plus absolu. Mais ça, ce n'est pas de la souveraineté, c'est du nationalisme. Et le nationalisme, c'est ce qui a conduit le monde à la dérive, en fait. C'est ce qui a conduit le monde à la dérive. Quand nous quittons ça, la deuxième politique, il dit, il va tasser les produits chinois et tout à hauteur même de 60%. Ça, mais c'est en contradiction totale de toutes les règles de l'OMC. Et vous êtes d'accord avec moi que l'Organisation mondiale du commerce a été mise en place sous l'égide, sous l'auspice des États-Unis qui ont joué un rôle très très important dans les différentes négociations qu'il y a eu, les différents rounds qu'il y a eu pour aboutir à l'accord de Marrakech en 1995. Et donc, remettre en cause tout ceci, simplement parce que Donald Trump a conduit, c'est de l'instabilité dans la coopération internationale. Et ça, ce n'est pas bien pour la planète. Et le troisième aspect le troisième aspect, c'est contenant il a dit
que Netanyahou a son soutien total et ferme. Car ça quand même en termes de... Au moment même où le peuple, les Israéliens même, remettent en cause la politique de Netanyahou. Il y a des voix qui se lèvent, il y a des manifestations contre Netanyahou à l'intérieur d'Israël. Or, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, la situation dans le Moyen-Orient, et nous les Africains, nous sommes particulièrement concernés parce que nous avons une frontière avec le Moyen-Orient du côté de l'Égypte. Donc, une guerre totale et généralisée dans le Moyen-Orient, c'est vrai, c'est sûr que l'Afrique va être impactée. Nous sommes si loin de l'Ukraine et voilà comment nous avons été impactés par le conflit en Ukraine. Et donc vous imaginez un conflit à côté de moi. Et c'est sur les idées c'est-à-dire les approches de Trump et la vision de Trump de ces 3 points que je viens de citer qui constituent même la base d'une inquiétude générale en fait. Oui, Emile Guérin. Oui, c'est personnellement. Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez la parole. Vous êtes non, pas du tout. Sur le cadre, je voudrais dire ceci simplement que je continue de dire, c'est ne pas vouloir voir la réalité en face. C'est de faire, franchement, de la malhonnêteté intellectuelle que de dire que Trump n'a pas un programme. Trump a un programme, tout le monde le sait, tous les scientifiques savent que son programme pose problème. Et surtout à l'Europe, Trump ne considère pas l'Europe s'il vous plaît. Et ça gêne beaucoup l'Europe. Parce qu'il dit qu'il faut casser l'OTAN. Je sors de l'OTAN. Si vous n'êtes plus prêt à contribuer à l'OTAN, regardez les dégâts que l'OTAN a semés dans le monde. On a vu en Yougoslavie, on a vu en Irak, on a vu en Libye, ainsi de suite. Il faut que l'OTAN finisse par disparaître. Parce que si l'OTAN n'existe pas... Vous approuvez ça qu'il quitte l'OTAN? Absolument. Il a été président pendant 4 ans, il n'a pas fait sortir les États-Unis de l'OTAN. Vous avez la parole. Voilà la parole. Oui, nous sommes dans une discussion. On ne peut pas tout faire. Il a quand même dit, il a fait peur à Angela Merkel. Il dit si vous ne mettez pas un sou, moi je quitte l'OTAN. Même l'OMS, vous ne savez pas ce qui se passe. Moi je connais des Africains, même des Béninois, qui sont fonctionnaires de l'OMS, mais ce qui s'y passe, c'est dangereux. Les institutions de Bretton Woods, Trump s'en fout. Il faut que ça disparaisse. Il faut qu'on laisse les... Attendez, lorsque moi je veux des Trump africains, je veux des nationalistes Trump qui disent maintenant je m'occupe des Béninois, je m'occupe des Africains. C'est ça le problème. Mais vous ne pouvez pas totalement vivre en autarcie. Vous aurez besoin de... Trump ne vit pas en autarcie. Il a évoqué les accords d'Abraham. Ça ne s'est jamais produit depuis 50 ans. C'est la première fois que depuis 60 ans, on a vu un président américain qui n'a fait aucune guerre. Avec tous les échanges verbaux violents qu'il y a eu entre Kim Jong-un et Barack, ils ont fini par se serrer la main. Il a fait beaucoup de choses. Et s'il vous plaît, c'est la première fois que ça se passe. Je vous souviens qu'en 1893, avec Grover Cleveland, c'est la première fois, la deuxième fois qu'un président part et revient. Et on a vu trop faire pendant 4 ans. Si les Américains ont pensé qu'il est le mieux aujourd'hui placé pour défendre leurs intérêts, respectons le vote des Américains. Maintenant, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça? Je dis, lorsque quelqu'un défend des valeurs aujourd'hui, nous pouvons discuter avec ce responsable-là. Est-ce que l'Afrique du Sud a attendu l'ONU pour poursuivre Benjamin Netanyahu à la CPI? Je dis c'est une bonne chose. On n'a pas besoin des États-Unis avant de le faire. Et que dit Trump? S'il vous plaît, revoyez bien les votes qui se sont passés. Beaucoup de votes religieux sont allés vers Trump. Pourquoi? À cause de la Palestine. Trump est le seul à faire peur à Benjamin Netanyahu à arrêter le massacre des enfants innocents qui se passe aujourd'hui. Il a dit il faut que ça s'arrête. Et il a dit publiquement, je vais me mettre fin à la guerre. Il est là, on attend de voir. Et de toutes les manières, Biden n'a pas pu empêcher cela. Il dit, je suis venu pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il est arrivé, attendons de voir. Les démocrates ont fait, Biden qui est notre champion, Barack Obama qui est notre champion. Ils n'ont fait que des guerres aujourd'hui. Et quelqu'un vient dit, je ne ferai pas la guerre. Et on dit, non, il est mauvais. Il dit, je m'occupe de ma nation, de ma population. Et vous avez bien signalé, les populations du rural, c'est eux qui ont voté Trump. Parce que c'est eux qui, c'est ces populations qui souffrent, qui ont besoin d'emploi. Et lorsque quelqu'un dit, s'il vous plaît, moi j'ai toujours été choqué d'entendre qu'on impose à ceux vers qui on va que nous devons aller chez lui. Et s'il il renvoie des gens qui ne sont pas libres, enfin qui ne sont pas en règle. Il dit, ceux qui sont en règle, je les laisse. Restons chez nous. Le plan de Barack Obama, qui a débouché plus de 3 000 Africains, vous pensez que c'est bon?
que pour le politique des autres n'arrange le pays où les braves alliés partent pour aller. Ça n'a jamais arrangé. Et donc si les gens nous disent, il y a beaucoup trop de réactions. Je ne dis pas que Trump est un ange et qu'il n'a pas de défaut. Il est un humain, il est une personne, il doit avoir des défauts. Mais par rapport à nous, Africains, écoutez, si c'est même bien qu'on discute avec lui, M. Trump, maintenant, dégagez vos bases militaires de chez nous, comme le disait depuis 1998 Alpha Blondy qui disait armée française sortez de chez nous. Et puis en matière de démocratie, quand on ne dit pas de décisions antidémocratiques et ainsi de suite, la démocratie américaine, elle n'est pas la plus grande c'est l'Inde, ça c'est un parenthèse. Et puis je vais vous dire, c'est la plus solide, je vais dire. Parce qu'un président américain n'est pas aussi puissant qu'un président français ou un président africain ou béninois. Et lorsque nous, ici en Afrique, on boycotte des décisions de nos institutions sous-régionales, comme la CEDEAO, l'OIA, ça ne dit rien à personne. Et quand on boycotte les décisions de sa propre chose, ou bien encore de temps, vous parlez de climat. Mais je pense que le débat vous avez encore beaucoup de choses à dire. Vous aussi, je le sais, et vous aussi également, je le sais. Le temps s'est terminé, quelques secondes, oui. Vous me connaissez, je ne ferai pas de débat passionnel sur la question. Trump, c'est un président américain élu pour les Américains, pour les intérêts américains. Ça, on l'a assimilé. En revanche, en ce qui concerne l'Afrique, je pense que l'Afrique gagnerait, bien entendu, à s'inscrire dans le mutualisme en coopérant absolument avec tout le monde en fonction de leurs intérêts. Et ça aussi, c'est connu de tous. Je pense que Trump, c'est peut-être le moins de mal qui devrait arriver aujourd'hui, puisqu'il s'inscrit dans une dynamique qui épouse peut-être notre époque. Notre époque est confrontée à des difficultés économiques, à des difficultés politiques, géopolitiques également, et il arrive peut-être en ce bon moment pour changer la donne. Quant à Benjamin Netanyahou, il faut le dire clairement, c'est des amis, c'est deux amis qui ont les mêmes idées de la droite, les mêmes idées. Depuis l'histoire, les Juifs ont toujours voté pour les Juifs ont toujours ils ont continué cette discussion. Les Juifs ont toujours plus voté pour les démocrates. Mais laissez-moi terminer. L'épouse de Kamala Harris est un Juif, s'il vous plaît. Merci. Laissez-moi 10 secondes. En 5 secondes, par rapport à Netanyahou, il fait partie des premiers chefs d'État à l'avoir appelé ses deux grands amis. Il faut vraiment insister là-dessus. En 2016 et 2020, Trump était l'un des premiers soutiens de Netanyahou, même quand il était mis en delà de l'arène politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue? Aujourd'hui, Netanyahou recherche plus de soutien aujourd'hui pour continuer sa guerre à Gaza. Que ce soit juste ou injuste, là n'est même pas la question. La question est de savoir, est-ce que Trump va rester fidèle à sa propre valeur qui est pas belliciste? Non, moi je pense qu'il faut arrêter de voir les choses en bien ou en mal. Je pense il faut regarder les choses avec un regard réaliste pour dire qu'il y a des grands enjeux mondiaux sur lesquels on a besoin des États-Unis parce que leur voix compte. Quelle est d'abord la vision de Donald Trump sur ces sujets et quelle va être son attitude? Mais ça, c'est de l'incertitude en fait. C'est de l'incertitude. Et c'est toute l'inquiétude à ce niveau. Merci à vous. Gérance et coopération. Merci à vous, Emel Guéret. Merci à vous, Hamza Tablaï. Merci à vous, guidez-nous, Steve Coton. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est terminé ce grand rendez-vous. Merci à tous de la confiance que vous nous avez accordée pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre programme et ce sera dimanche prochain. Portez-vous bien.